3 août 1989. Trois peuples frères de la mer Baltique, Lituanie, Lettonie, Estonie, affirment leur volonté de rompre avec l'Union soviétique. Plus de 2 millions de Baltes forment une chaîne humaine ininterrompue de 650 km, de Vilnius à Tallinn en passant par Riga. La Via Baltica renaissait de ses cendres et projetait à la face du monde cette volonté d'exister. Les trois sœurs dorment au bord de la mer, opprimées par le désespoir qui les enchaîne. L'honneur des peuples n'est plus qu'une ombre, errant telle une mendiante le long du littoral. Mais la cloche du destin retentit à nouveau et la mer gronde toujours plus fort. Trois sœurs sortent du sommeil pour défendre leur honneur. Voilà que la Baltique s'éveille. Lituanie, Lettonie, Estonie. Taïga Eurobaltica, une équipe cosmopolite, jeune, dynamique, dès le début du processus d'indépendance, propose plusieurs circuits touristiques à travers les pays baltes. Vilnius, capitale de la Lituanie, la plus belle et la plus boisée des capitales baltes, se dresse à 290 km à l'intérieur des terres, sur la rivière Neris, au milieu de petites collines. Point commun de ces pays, leur histoire très mouvementée. Ces troubles ont apporté à ces républiques un patrimoine exceptionnel qui leur donne un caractère unique. Au XIIIe siècle, Mindaugas unifie les provinces pour lutter contre les chevaliers porte-glaives venus de Lettonie et les Teutons d'Allemagne. Il sera l'unique roi du pays et son premier chrétien. Pour vaincre les Teutons, la Lituanie s'unit à la Pologne. Ce tournant développe des liens culturels et économiques avec l'Occident. Le XVIe siècle est une période florissante mais agitée. L'art gothique est à son apogée. L'exemple le plus frappant, l'église Sainte-Anne construite en briques rouges. La légende veut que Napoléon, en la voyant, voulut la démonter pour la ramener en France. Vilnius est vivante et riche en curiosités historiques. Il y règne une atmosphère internationale. D'une part, en raison de la diaspora lituanienne, et d'autre part, de l'ouverture dont la ville a toujours fait preuve vers l'Europe centrale et le monde extérieur. Son centre offre un dédale de rues sinueuses, de cours intérieures et de vieilles églises. Vilnius peut, sur le plan artistique et malgré sa taille modeste, être comparée aux villes européennes les plus prestigieuses. Elle possède une image propre qui la distingue et en fait une cité à part. La Lituanie, c'est la détermination, une volonté exceptionnelle de reprendre son destin en main. Dans la fin des années 80, elle est le noyau du mouvement pour l'indépendance des pays baltes. Elle fut aussi au centre de la répression soviétique de janvier 1991, qui ne l'arrêta pas sur le chemin de son rêve, la liberté. Une atmosphère calme et chaleureuse offre à ses citoyens et à ses visiteurs une agréable sensation de douceur et de sécurité. Son patrimoine exceptionnel est composé de tous les styles, du gothique au baroque, en passant par le Renaissance. Autrefois, la ville comptait 9 portes, dont une seule subsiste. La porte de l'Aurore marquait le début de la route vers Moscou. Elle abrite une icône de la Vierge miraculeuse, particulièrement vénérée par les catholiques. Depuis l'indépendance du pays, les autorités ont tout mis en œuvre pour restaurer la ville et lui rendre sa beauté initiale.
Cette passion de la restauration rime avec résurrection après 50 ans d'abandon. La volonté exceptionnelle des habitants de préserver ce patrimoine a permis à Vilnius de conserver son identité. En décembre 1994, l'UNESCO récompense la vieille ville en la classant parmi les sites les plus prestigieux de l'humanité et devient ainsi monument du patrimoine mondial. À partir de Vilnius, en suivant la rivière Neris sur une centaine de kilomètres vers l'ouest, apparaît Kaunas, deuxième ville de Lituanie. Cette étape de la Via Baltica nous mène au centre du pays, en passant par de nombreuses forêts luxuriantes et des campagnes verdoyantes. À la première indépendance du pays en 1920, Kaunas, pendant près de 20 ans, remplace Vilnius dans son rôle de capitale. Cette dernière était à ce moment-là occupée par la Pologne. Kaunas, fondée au XIIIe siècle, connut aussitôt des guerres avec l'ordre teutonique. Après la grande défaite des Teutons, elle devint une ville florissante. De cette époque, elle garde son ambiance chaleureuse et animée. Au XIe siècle, le site actuel était déjà connu des Vikings pour y être souvent passés avec leur drakkar Vareg en expédition vers l'intérieur des terres slaves. La vieille ville est construite autour du château fort, monument incontestablement le plus ancien. Sans être aussi riche en églises que la vieille ville de Vilnius, l'ancien Kaunas n'en est pas moins passionnant. Sa cathédrale se caractérise par le mélange des styles. Elle a traversé de nombreuses époques et chacune y a laissé son empreinte. Pour les Lituaniens, cette cathédrale a valeur de symbole national. En route vers Klaipėda, porte de la mer Baltique. Au XIIe siècle, elle n'était qu'un village de pêcheurs fondé par une tribu cour, absorbée par les Lituaniens et les chevaliers teutons. Rapidement, elle a subi l'influence des Allemands qui lui donnèrent le nom de Memel. Son centre, détruit en grande partie pendant la Seconde Guerre mondiale, explique la rareté des vestiges de la ville germanique. Les restaurations engagées et menées avec beaucoup de compétences permettent de sauvegarder le visage traditionnel de la cité. Seul port maritime du pays, son expansion et ses échanges commerciaux se développent rapidement. En 1945, la Lituanie récupère définitivement la ville et lui rend son nom d'origine, Klaipėda. Sortis des grandes villes, les pays baltes offrent principalement des paysages de campagne et de forêt. Autrefois, la majeure partie des personnes vivaient sur ces terres. Désormais, seul un tiers de la population y habite. La vie y est parfois très dure et les sols souvent pauvres. La tradition agricole reste pourtant présente malgré l'abandon de certaines terres cultivables, entraînant un accroissement considérable des zones forestières qui représentent désormais 40% du territoire. Les campagnes donnent un arrière-goût du passé. Ce décalage semble pittoresque, mais à terme disparaîtra. Dans ces pays, les évolutions vont bon train. La volonté d'effacer 50 ans d'immobilisme se ressent partout. En pleine campagne, à peine à une vingtaine de kilomètres de la ville de Siolet, se trouve un lieu étrange. Une forêt composée de dizaines de milliers de croix sur une petite colline dominant la plaine. Ses origines se perdent dans le Moyen-Âge, les rites et les légendes païennes se mélangeant avec des faits historiques. À l'époque stalinienne, le KGB tenta à plusieurs reprises de la détruire et de brûler les croix. Mais des événements mystérieux et la ténacité des habitants firent céder les autorités. En 1993, lors de la visite du pape, Jean-Paul II dans ce lieu a loué la foi et le courage des Lituaniens et dit
Ici, le monde entier devrait pouvoir se recueillir. Après cette halte religieuse, la route franchit la frontière avec la Lettonie. C'est dans ce pays que l'influence teutonne fut la plus forte. Tout au long de la route, le paysage est parsemé de petits châteaux de style germanique qui appartenaient aux chevaliers venus occuper le pays. L'ambiance est aussi chaleureuse qu'en Lituanie. Les peuples baltes sont accueillants et heureux de sentir que les touristes s'intéressent enfin à eux. Par une petite route fléchée, le château de Rundal, joyau de la Lettonie, se dévoile sous nos yeux. Von Buren le fit construire pour y retrouver sa maîtresse, la duchesse douairière de Courlande, héritière du trône de Russie. Après 22 ans d'exil, Catherine II rend le château à Von Buren et il put enfin y achever les travaux. Les ouvriers utilisés furent principalement des Allemands et des Italiens, ce qui explique le mélange somptueux des deux styles. Riga, la capitale de la Lettonie, est sans doute la ville balte la plus pittoresque. Il émane une atmosphère de grande métropole. Elle semble moins originale que les autres capitales baltes, mais nombre d'entre nous la trouveront plus vivante et surtout plus ancrée dans le présent. Dans les pays baltes, la population reste jeune. Ce potentiel ouvre la perspective d'un avenir florissant après avoir retrouvé une liberté tant attendue. Pas un coin de rue n'a son marchand de fleurs. Elles font partie intégrante du paysage et de la tradition balte. Durant les 6 premiers siècles de son existence, les Allemands la peuplèrent. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les Russes s'installèrent en nombre dans la région. Au XIIe siècle, elle était la base des chevaliers porte-glaives, dont la mission était l'évangélisation des derniers peuples païens d'Europe. Sa position stratégique, à l'embouchure de la Dadova, en fit un site très convoité. Au cours des années et des changements de domination, Riga devint un important centre commercial et industriel. Le patrimoine de la Lettonie est hérité de cultures étrangères, scandinaves, russes et surtout allemandes. Les monuments religieux y sont moins nombreux qu'en Lituanie. À l'inverse de ce pays, la Lettonie et l'Estonie sont principalement de confession luthérienne. Comme Tallinn et Vilnius, Riga possède son quartier historique, mais aussi une vie contemporaine bien à elle. Dans la vieille ville, de nombreux monuments allemands ont survécu. À la fin du siècle dernier, Riga opte pour l'Art nouveau. Construit de manière très audacieuse, avec des décorations surréalistes, mêlant les droites et les courbes, les sculptures de visages gigantesques et les détails infimes. Ces façades sont la principale attraction de la nouvelle ville, avec son monument de la liberté, son centre moral et affectif, et son opéra, son centre dynamique et culturel. Dans les pays baltes, la volonté d'accueillir dans les meilleures conditions se ressent par l'évolution positive et rapide des infrastructures hôtelières et touristiques. Le luxe apparaît comme un défi au passé et permet d'offrir aux visiteurs, mais aussi aux Baltes, un confort qui correspond bien à leur attente. La route qui mène à Tallinn est somptueuse. Des dégradés de verre composent le paysage de campagne et de forêt. L'intensité des couleurs s'explique par le climat. Annoncé par le retour des cigognes et les longues journées, le printemps signifie le renouveau. Les étés sont agréables, avec des températures parfois élevées. L'automne, c'est la fantastique palette de couleurs offerte par la nature.
plus particulièrement caractérisé pendant la courte période que l'on appelle l'été indien. Dernier répit avant l'hiver et ses journées courtes et parfois rudes, mais souvent il y fait aussi doux qu'à Paris. Dans ce paysage de forêt, les maisons en bois que l'on rencontre tout au long du chemin nous rappellent encore un des points communs de ces peuples originaires de la forêt. L'Estonie, que l'on appelle la Suisse des pays baltes, est souvent à la tête des réformes économiques et semble être le pays qui se soit le mieux adapté à l'indépendance et au système capitaliste. C'est le plus septentrional des pays baltes et l'atmosphère scandinave s'y perçoit. Dès le XIIe siècle, les conquérants, allemands, danois, suédois et russes s'y succèdent pour soumettre les tribus baltes et finno-ougriennes, derniers peuples païens d'Europe. De nombreuses rivalités entre les occupants perturbent le pays. C'est au XVIIe siècle que l'Estonie commence à prospérer. Toute sa face continentale devient suédoise. Après la guerre du Nord, le tsar Pierre le Grand décide de soumettre les Estoniens en leur imposant le russe comme langue officielle et en essayant de les convertir à la religion orthodoxe. L'influence russe l'emportera jusqu'en 1919, où l'Estonie profitera du désordre révolutionnaire pour déclarer sa première indépendance, qui sera reconnue en 1920. Tallinn, la capitale, se situe sur le golfe de Finlande, faisant face à Helsinki, à peine à 80 km. Tallinn est une capitale très colorée. Le marché, comme dans les autres pays baltes, est splendide. Les étals rivalisent de beauté et d'originalité. Tous les produits qui ont fait la gloire de ces pays s'y côtoient. L'ambre, pierre déposée par les vagues de la mer Baltique sur les rives de la Lituanie à Kaliningrad, ce fossile précieux, lors de la Lituanie, possède son musée à Palanga. C'est aussi une ville très animée et accueillante qui regroupe le siège du gouvernement, les ambassades, les manifestations culturelles, les loisirs, les commerces et les industries. Ses cafés sympathiques, ses délicieux restaurants et ses hôtels confortables rythment la vie de la cité avec beaucoup de dynamisme. La population y est des plus chaleureuses. Elle peut rivaliser avec les capitales voisines. Tous ces éléments, auxquels s'ajoute sa situation géographique exceptionnelle, concourent à son magnétisme. L'histoire mouvementée de Tallinn se voit par la variété de l'architecture. Église catholique, temple protestant et église orthodoxe se confondent dans le paysage. Peu de cités en Europe ont su comme Tallinn préserver leurs vestiges. Avec son enceinte médiévale, ses tours, ses clochers, ses dédales de ruelles pavées, la vieille ville qui fut très judicieusement restaurée est passionnante à explorer. La préservation du patrimoine témoigne de la difficulté de ce petit pays à s'imposer. Mais une fois de plus, l'obstination paye. En plus des merveilles architecturales, les pays baltes possèdent d'admirables plages vierges qui s'étendent à perte de vue. Le non-respect de l'environnement par les soviétiques laisse peu d'endroits propices à la baignade. Mais le processus de réhabilitation apporte beaucoup d'espoir pour l'avenir. La beauté du paysage occulte aisément ses inconvénients.
De charmantes stations balnéaires, préservées de la pollution, havre de tranquillité, jalonnent les côtes baltes. La mer Baltique, c'est aussi l'ouverture vers l'Europe du Nord. Le moyen le plus adapté à la circulation reste incontestablement le ferry. La traversée vers la Finlande est des plus agréables. La musique et les chants traditionnels accompagnent pendant les 4 heures de croisière vers Helsinki les passagers qui peuvent profiter du voyage pour faire leurs achats hors taxes. De grands restaurants et des vitrines abondantes attirent une clientèle balte très importante. Les prix intéressants ne sont pas négligeables pour ces habitants qui découvrent le capitalisme. Arrivé à proximité d'Helsinki, le golfe de Finlande est parsemé d'un nombre important d'îles de toute taille qui, pour certaines, ressemblent à des villes miniatures. Pendant près de 800 ans, le pays fut rattaché à la couronne de Suède, puis devint sujet du tsar de Russie durant plus d'un siècle. Au moment des troubles de la révolution bolchevique, elle obtint son indépendance pour la première fois et devint une nation européenne. L'exotisme finnois se retrouve à travers la langue, les contrastes du pays et de ses légendes. N'oublions pas qu'elle est le pays du Père Noël. Ravagée en 1808 par un incendie, la ville en bois d'Helsinki s'est peu à peu reconstruite en pierre, ce qui explique l'aspect néoclassique du centre. Ville élégante et moderne, avec un plan en damier, elle est relativement aérée grâce à de nombreux parcs et jardins. Dans les années 60, la Finlande commence à faire son entrée dans le monde comme une nation forte et riche. Son développement économique et social est un exemple en Europe. Aujourd'hui, depuis les effets de la perestroïka et la mort de l'URSS, elle a dû repenser sa politique internationale et peut enfin entrer de plein droit dans la plupart des organisations mondiales, comme le 1er janvier 1995 dans la Communauté économique européenne. Sa position géographique lui permet d'avoir une influence considérable à l'Est. Grand port européen, Helsinki possède une fonction industrielle dynamique. Elle exporte par le biais d'investissements dans les pays baltes, marché prometteur et nouveau pour les industriels finlandais. C'est le début de la matérialisation de la Via Baltica, la voie de l'Europe. L'agence de voyage Taiga Euro Baltica propose depuis la perestroïka d'autres circuits touristiques le long de cette Via Baltica. Pour mieux comprendre l'enjeu que cette voie représente, des itinéraires se prolongeant dans les pays voisins existent. L'influence de la Russie, de la Finlande et de la Pologne dans la région ne peut être ignorée. Taiga Euro Baltica, c'est aussi une organisation française, une équipe dynamique, avec de nombreuses possibilités d'assistance dans chaque pays où l'agence est représentée. Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Russie, Pologne et Biélorussie. Tous les parcours proposés par l'agence sont élaborés selon des critères très stricts. Sélection des centres d'intérêt culturel et historique, de sécurité et de confort. Les programmes de base peuvent être adaptés selon la spécificité de chaque demandeur. Des circuits à la carte ou à thème, des séjours de motivation d'entreprise, des séminaires, des circuits de haut niveau culturel, ainsi que des prix pouvant répondre à tous les besoins.